Bienvenue dans notre émission Sapico Park. L'angle de Sapico Park se veut volontairement provocateur pour casser les clichés et balayer les idées reçues. Pour parler de ce sujet, j'ai demandé à Philippe de me rejoindre pour décrypter ce monde qui nous paraît aussi opaque et compliqué et souvent réservé aux initiés. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, si je tenais à ce que ce soit toi qui viennes nous parler de ce sujet, c'est parce que tu utilises toujours un langage simple et compréhensible, et ce n'est pas péjoratif ce que je viens de dire. Donc, merci d'avoir accepté de nous décrypter un peu ce monde qui a l'air si compliqué. Alors, pour commencer, c'est quoi la cybersécurité ? Alors, la cybersécurité, c'est un enjeu très important pour les entreprises, qui est de protéger leurs données. Donc, dans un monde qui se digitalise, c'est extrêmement important d'avoir des données protégées, stockées, et de les mettre à l'abri des différentes attaques, qui sont de plus en plus nombreuses, ce qu'on appelle les cyberattaques, et de pouvoir les conserver dans le temps. Protéger ces données, ça veut dire pérenniser la vie de l'entreprise. Donc, c'est un sujet qui est très important, que les chefs d'entreprise doivent pouvoir s'approprier. Tu disais, c'est souvent compliqué, puisque les spécialistes utilisent des termes complexes. Très techniques parfois. Souvent très techniques, puisque c'est un nouveau monde, c'est le monde du numérique. Donc forcément qu'il a son langage. C'est un monde complexe qu'il faut décrypter. Et dans ce cadre-là, il y a eu une vraie prise de conscience ces dernières années par l'État français qu'il fallait accompagner les TPE, PME dans l'adoption de ces usages, dans la compréhension de ce qu'est la sécurité informatique. Et c'est dans ce cadre qu'a été créée et mis en avant une agence spécialisée qui s'appelle l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et cette agence fait un boulot extraordinaire pour rendre compréhensible pour les chefs d'entreprise, de TPE, PME, de ce qu'ils doivent faire de manière pratico-pratique pour se mettre à l'abri des cyberattaques et de cette manière-là, pouvoir avoir un schéma de transformation qui sécurise leur entreprise, leurs données, la relation avec leurs clients, la relation avec leurs collaborateurs. Ça s'inscrit dans un cadre qui est dicté aussi par la CNIL, qui a mis en avant il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, le règlement général de la protection de données, qui est mis en avant, le RGPD, qui a été mis en avant au niveau de l'Europe pour protéger, un petit peu comme un banquier protège l'argent de ses clients, les gens qui traitent les données pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients, ont maintenant des règles à respecter pour que ce soit fait dans une forte conformité. Alors tu dis se protéger, c'est déjà le premier terme sur lequel on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est quoi se protéger en termes informatiques ? Ça signifie quoi ? Est-ce que ça signifie j'ai un petit mur qui arrête tout, qui filtre ce qui peut être dangereux ? C'est quoi ? Oui, alors on est depuis des années dans le monde de l'Internet. L'Internet vous raccorde à travers votre adresse IP. Donc ça veut dire que vous êtes dans un énorme réseau. Et ce réseau fait que chacun peut interagir de particulier à entreprise, d'entreprise à entreprise. Donc ce monde est ouvert. Comme ce monde est ouvert, il faut y mettre des protections, des filtres. Alors, si on fait un parallèle par exemple par rapport à une entreprise, tout chef d'entreprise protège son stock, protège ses bureaux, a des systèmes de surveillance, s'assure que les badges sont renouvelés, il y a différents codes pour pouvoir accéder à l'entreprise. C'est exactement la même chose, sauf que ça se fait au sein d'un système d'information. Donc si je te comprends bien, toi tu nous dis, si en tant que chef d'entreprise dirigeant, je protège mon bâtiment, mon entreprise, ça équivaut à la même chose que de protéger tous ces flux d'informations et ces échanges d'informations. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, le chef d'entreprise, on est à même titre responsable. C'est lui et personne d'autre. Et d'aucune manière... Alors là, je te stoppe tout de suite. Oui. J'ai tout entendu. Ce n'est pas moi, c'est mon sous-traitant, mon prestataire, parce que c'est lui le sachant qui est responsable. C'est mon directeur des services d'information, c'est mon responsable informatique, mais ce n'est pas moi et ça ne peut pas être moi parce que je n'y connais rien. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, le chef d'entreprise, il est responsable de
du fonctionnement global de l'entreprise. La gestion de ces données, la restitution de ces données comptables, dans le cadre de contrôles fiscaux, dans le cadre de d'un audit gestion ou de flux ou d'un audit. de certains comptes à rendre. Absolument. Oui. Et ces données, c'est la vie de l'entreprise qui en dépend. Donc forcément qu'il en est responsable. Donc pénalement, c'est lui Bien sûr. qui est Aussi responsable. bien dans le cadre du RGPD que dans la restitution de données en cas de contrôle. Donc il peut bien sûr s'appuyer sur un responsable informatique, comme on s'appuie sur un responsable RH, interne, externe, mais le responsable des bonnes pratiques, c'est le chef d'entreprise. Même s'il n'y connaît rien. Surtout s'il n'y connaît rien. Surtout s'il n'y connaît rien, d'accord. Bien sûr, puisque s'il n'y connaît rien et qu'il ne se préoccupe pas du sujet, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le mettre en responsabilité, parce que son job, c'est de s'en préoccuper de la sécurité de ses données, de la sécurité de son système d'information et de la sécurité des données qui sont traitées dans son système d'information. Alors justement, par rapport à cette notion-là, je voulais savoir si, en tant qu'employeur, il s'agit également de protéger ses salariés en ce qui concerne leurs informations personnelles. Bien sûr. Typiquement, il y a un règlement, qu'on appelle le RGPD, qui cadre ce qu'il y a à faire. Donc aucun chef d'entreprise peut dire qu'il n'est pas au courant, puisque ce règlement a été mis en œuvre il y a plus de 2 ans maintenant, pour cadrer la manière dont les données personnelles sont traitées. Les données personnelles des collaborateurs en interne, les données personnelles des clients en externe. Pour ce qui est de l'interne, il y a des règles à suivre sur le traitement des données, sur leur confidentialité, qui sont inscrites dans le règlement du RGPD. Alors le RGPD, dans les premiers temps, est apparu un peu comme une usine à gaz, avec une foule de consultants et avec une compréhension ou une retraduction du RGPD. Oui, c'est complexe. Alors, complexe, hein. Les très grands comptes ont des référents, appelés DPO, qui mènent toute une logique de mise en conformité autour du RGPD et du traitement de leurs données. Ça se décline sur les plus petites entreprises. Néanmoins, ce qu'il faut faire quand on est patron d'entreprise, c'est pouvoir s'en préoccuper, décrypter la partie technique, décrypter la partie usage dans le traitement de ces données. C'est une très bonne démarche pour un chef d'entreprise et son équipe de direction de savoir quels sont les outils logiciels qui sont utilisés, comment les données sont stockées, comment elles sont sécurisées. C'est une première approche qui permet de se mettre en conformité. Ça permet aussi de découvrir comment l'entreprise fonctionne. Oui, bien souvent. Oui, absolument. Alors, tu dis où c'est que les données sont stockées. Oui. Je te réponds, elles sont stockées dans l'entreprise. Oui, alors elles sont stockées au sein de l'entreprise, elles sont stockées dans le cloud. Il y a différents systèmes de sauvegarde. Plus ou moins sécures, plus que moins. Non, normalement, dans chaque entreprise, il doit y avoir une charte informatique. La charte informatique, c'est si on compare. Ah, carrément. C'est obligatoire. D'accord. Donc la charte informatique, ça décrit comment est construit le système d'information. Quand on sait comment est construit son système d'information, on sait comment ces données sont traitées, comment elles sont conservées, comment elles sont archivées. Donc ça, c'est la première chose à faire. Comment elles sont récupérables, sûrement. Bien sûr. Oui. Ce qu'on appelle la restauration. Donc on stocke les données, on les sauvegarde, on les archive, et le jour où il y a une difficulté qui peut être une attaque, un système d'information, enfin un serveur qui tombe, on est à même à ce moment-là de récupérer les données qui ont été stockées, de les réinjecter dans le système, et après une rupture de service de quelques heures ou de quelques jours, on peut repartir. Si la sauvegarde n'est pas faite, on ne repartira jamais. Oui. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme l'assurance vie. Ce n'est pas des sujets que les chefs d'entreprise aiment traiter parce qu'il y a tout un ensemble de complexités. Qu'on puisse dire que l'entreprise est en danger parce que les sauvegardes sont mal faites et qu'on ne va pas pouvoir restaurer le système, ça veut dire que l'entreprise est en péril et peut ne pas repartir.
Oui, mais comme tu le dis, on s'en préoccupe quand il arrive un problème, bien souvent. Oui. Ou quand on est passé juste à côté d'un problème et qu'on a eu un peu peur. Absolument. Alors, nous, c'est toute notre difficulté, c'est que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il y a de plus en plus de risques, que ces risques peuvent amener à l'arrêt complet de l'activité des entreprises, et ça arrive, et que néanmoins, ce n'est pas un sujet si compliqué, et qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place, mais ça dépend du chef d'entreprise qui se préoccupe du sujet. Il se préoccupe du sujet, il décrypte. Par exemple, on parlait de l'ANSSI tout à l'heure. Ils ont un guide TPE-PME. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser ces données? Alors, je suis chef d'entreprise. Est-ce que ce guide pratique, il est compréhensible par tous, même si tu n'as aucune notion informatique Il a été construit, et il est accessible sur leur site, pour les TPE-PME. Donc, pas pour des techniciens, pas pour des informaticiens? Absolument pas. Pour aider à décrypter ce qu'est cette problématique cyber, quelles sont les bonnes pratiques pour gérer son système d'information à un moment où il y a de plus en plus d'interactions numériques. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de mettre tout un schéma de fonctionnement pour permettre aux entrepreneurs de décrypter cette problématique cyber. Il y a quelques dizaines de pages. On se fait ça un petit samedi, tranquille. Un petit samedi ou un petit dimanche quand on ne sait pas quoi faire. Et à ce moment-là, quand le chef d'entreprise a fini de parcourir ce document... Il ne fait pas 300 pages, rassure-nous? Non, c'est quelques dizaines de pages. D'accord. Il a parcouru ce document. Il le partage ensuite avec soit son prestataire de services informatiques, soit le référent informatique de l'entreprise et les différents cadres dirigeants. Il a initié à ce moment-là une démarche pour se mettre en conformité au fil de temps, puisqu'il s'en préoccupe. Le pire qui puisse être, c'est qu'il considère que ce n'est pas à lui de porter le projet et qu'il le délègue sans s'en préoccuper. Pourquoi? Parce que la démarche de sécurisation des données dans une entreprise, c'est une démarche qui doit être partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde. Dans nos métiers, on dit que le meilleur firewall, donc c'est l'équipement qui vous protège, c'est le personnel bien formé. D'accord. Pour une raison simple, quand on reçoit un cryptolocker, donc c'est un système qui va crypter l'ensemble des informations que vous avez chez vous, on reçoit un mail. Donc chacun des collaborateurs peut recevoir ce mail. S'il est bien formé et qu'il voit que ça présente un risque, qu'il est au courant, il va être prudent, il va en référer à la bonne personne, et à ce moment-là, il va éviter le risque. Donc c'est comme une hygiène à avoir au sein de l'entreprise, mais ça ne peut être porté que par le patron, qui va diffuser, c'est un projet d'entreprise, tout comme la transformation digitale, c'est un projet d'entreprise, tout comme une certification ISO 9000, c'est un projet d'entreprise, la sécurité informatique, ça doit être un projet d'entreprise partagé, d'autant que les nouvelles générations ont une compréhension bien meilleure que les nôtres. On peut faire du mentorat inversé, donc c'est eux qui vont former les plus anciens. Et puis ça va être partagé au sein de l'entreprise, et ça va permettre de se lancer sur un chemin de mise en conformité. Et petit à petit de gravir les différents échelons. Bien sûr. Alors tu disais que justement la France fait de la cybersécurité sa priorité depuis les années 2000. Le retour de la menace terroriste en 2015 a poussé à identifier ses efforts en la matière. Et que la stratégie nationale pour la sécurité du numérique, comme tu le soulignais, a fixé 5 objectifs. Donc garantir la souveraineté nationale, répondre aux actes de cybermalveillance, informer le grand public, faire de la sécurité numérique un avantage concurrentiel pour les entreprises, renforcer la voix de la France à l'international. J'ai un peu fouillé en allant dans ce sens-là par rapport justement au gouvernement et je suis tombée sur une série de fiches qui sont référencées. Alors, par rapport au guide pratique de l'ANSSI, c'est peut-être plus simpliste, mais là, je me suis dit, quel est le chef d'entreprise? Je crois qu'il y a une trentaine de fiches. Se protéger contre les rançongiciels, mener une politique de sécurité économique au sein de l'entreprise, mettre en place un processus de veille, identifier l'information stratégique à protéger, protéger ses locaux, accueillir et encadrer du personnel temporaire, encadrer des visiteurs, protéger son savoir. Tu te dis, c'est pas gérer ses archives et ses rejets,
sécuriser ces flux de marchandises. Mais je te jure, Philippe, quand tu vois ça, je me mets à la place d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise, tu es découragé. Donc, est-ce que tu nous assures qu'en lisant ce guide pratique de l'ANSSI, finalement, je vais avoir envie peut-être d'aller piocher une de ces fiches. J'ai compris les objectifs qu'a fixé la France, le gouvernement, sur la cybermalveillance, la cybersécurité, et que petit à petit, je vais pouvoir progresser, apprendre et sécuriser mon entreprise? Absolument. Alors, plus on s'y met tard, plus on prend de retard, plus ça va coûter, puisque le rattrapage du retard pris va coûter. Donc, en gros, le chef d'entreprise qui lance cette démarche tout de suite, en faisant une charte informatique, en se mettant en conformité, en lançant le dossier, il est déjà en avance par ceux qui ne s'en préoccupent pas. On est en transformation digitale majeure. Oui. L'ensemble des métiers sont impactés, la relation client est impactée, il y a de plus en plus de ventes à distance, la relation client se fait à distance, le Covid a amené une accélération de la digitalisation de l'ensemble des métiers, et le fait de se préoccuper de son système d'information, de ses outils, de ses logiciels, de la formation des collaborateurs, c'est se préparer pour, en gros, le commerce de demain, pour la digitalisation qui va infiltrer l'ensemble des métiers. Donc il y a un double effet. On se préoccupe de son système d'information, les collaborateurs sont plus sensibles aux problématiques de continuité de service de sécurité, et en plus, ils rentrent dans un monde numérisé, monde digital, qui est le monde de demain. Alors oui, c'est un effort. C'est un effort. Mais c'est pour le chef d'entreprise le gage de la pérennité de son affaire. Alors justement, puisqu'on parle de ça, une cyberattaque, c'est si grave que ça, docteur? Ah oui, oui, ben ça peut. C'est un peu comme un bateau qui coule. Quand il est coulé, il est coulé. Oui, mais alors si mon bateau transporte des marchandises importantes, luxueuses, etc., convoitées, on va dire, je comprends qu'on fasse couler mon bateau, mais si je suis une petite frégate qui ne fait que traverser un petit lac, est-ce que je peux m'estimer être en danger de couler? Oui, alors il y a tout un crime organisé, d'État ou pas, qui est autour des cyberattaques. Donc les cyberattaques, c'est maintenant un vrai business organisé. Donc ils ne vont pas vous cibler, ils ne vont pas cibler la petite entreprise, la grande entreprise, enfin, ils vont cibler de manière large. Alors du gros bateau à la petite, au de petit manière Zodiac. automatique, c'est-à-dire que ce sont des logiciels automatisés. Parce que ce que savent parfaitement faire les gens qui font des cyberattaques, c'est maîtriser le digital. Oui. Et le digital, c'est quoi? C'est l'automatisation de processus à faible valeur ajoutée. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils balayent l'ensemble des sociétés, ils captent l'ensemble des mots de passe, ils récupèrent aussi les mots de passe qui ont pu faire l'objet de fuites de données et qui ne sont plus actualisés. Donc c'est un vrai business que d'aller chercher des rançons via les ransomware. C'est un vrai business de détecter les failles de sécurité et de, entre guillemets, racketter les entreprises. Alors c'est dans un but, justement, parce que ça c'est une question que m'ont posé certains chefs d'entreprise, quels sont exactement les intérêts qui sont en jeu et quelles sont les motivations à l'origine de ces cyberattaques? Toi tu parles d'intérêts économiques. Oui. Est-ce qu'il y a des intérêts politiques? Oui, bien sûr, on a il y a des entendu parler rançons. par rapport à des campagnes électorales qui visaient à orienter le résultat d'un vote. Mais espionnage aussi au sein d'une entreprise, la prise de contrôle d'outils de communication, il y a des intérêts d'espionnage derrière aussi? Oui, bien sûr. Ou c'est beaucoup plus rare, c'est plutôt les intérêts économiques, le vol d'argent? Il y a de tout. Votre système d'information, ça représente toute la richesse de l'entreprise, ses brevets. Donc forcément qu'il y a des entreprises qui vont chercher à aller récupérer les informations confidentielles. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Ensuite, il y a ce crime organisé qui va, à travers tout un ensemble d'actions, racketter tout simplement les gens qui sont mal protégés. Et puis, il y a des combats des continents qui posent en gros leur suprématie à travers la bonne gestion de leur cyber.
cyberdéfense, mais aussi cyber sur le commerce. Donc, on est en transformation, tout bascule entre guillemets sur le numérique. Donc, ceux qui vont mieux maîtriser ces outils, cette culture, auront de l'avance par rapport aux autres. Alors, pour rester dans la notion de bateau, donc tu es en train de nous dire, attention, là, on rentre dans un océan qui est dangereux, il y a beaucoup de requins, oui, bien sûr. Faut savoir se protéger. Mais alors, justement, est-ce qu'on peut se diriger vers un droit international de la cybersécurité pour que cet océan soit mieux géré, peut-être déjà par d'autres? Oui. Alors, la manière dont sont gérées les données sont aussi diverses qu'il y a de continents ou de grandes puissances. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas. Non. Il n'y a pas une ligne de conduite pour tout le monde, pour tous les pays. Non, absolument pas. Par exemple, aux États-Unis, les données sont monétisées. En Europe, elles sont cadrées par rapport au règlement du RGPD. Donc les données sont confiées par les utilisateurs ou les clients et peuvent leur être restituées. Et quand il y a des traitements qui sont faits dessus, ils doivent être au courant et ils doivent l'avoir accepté. Et puis en Chine, c'est un Internet qui est géré par l'État chinois. Donc il n'y a aucune réglementation. Les Russes sont des spécialistes aussi de la cyber. Donc d'aucune toi, manière. Tu ne vois pas dans l'avenir Non. un code, un code de bonne conduite pour protéger. Non, un code de mauvaise ça te conduite. fait sourire parce que c'est justement ce qui fait la différence, c'est ce qui permet les cyberattaques, ce qui permet de contrer les cyberattaques, c'est d'avoir une forte maîtrise de la technologie, une forte maîtrise de son réseau. Ces réseaux, ils sont multiformes maintenant, et une forte maîtrise de technologies qui permettent la défense de tout ça. Donc on prend conscience du risque. Le risque, il est là. Le risque, la gestion du risque, il ne faut surtout pas le déléguer, il faut le piloter. Et ensuite, un risque, pour bien le couvrir, il faut pouvoir le connaître. Comme le fait votre assureur quand il va venir dans le bâtiment de l'usine de production, il fait le tour, il fait un audit, il mesure le risque. Eh bien, sur le cyber, c'est la même chose. Il faut pouvoir mesurer le risque pour bien le couvrir. Alors justement, ça se couvre correctement, justement, ce risque-là aujourd'hui en termes d'assurance? Alors, il y a des assurances, mais si on compare par exemple à une assurance de flotte de voitures, il faut être dans les bonnes pratiques pour être couvert, c'est-à-dire que si vous avez un taux d'alcoolémie qui ne va pas, vous ne serez jamais couvert par l'assurance. Si vous roulez dangereusement, vous ne serez pas couvert par l'assurance, etc. Si je n'ai pas mon permis de conduire, sûrement pas. Voilà. Et alors, cette notion de ne pas avoir le permis de conduire dans le monde cyber, comme il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne s'en préoccupent pas, fait qu'ils ne sont pas dans les bonnes pratiques. N'étant pas dans les bonnes pratiques, ils ont le sentiment d'être couverts, mais le jour où il y a une responsabilité qui doit être prise et le remboursement d'un sinistre, en même temps, il y a un audit qui est fait pour s'assurer que l'entreprise est dans les bonnes pratiques et peut faire l'objet, par l'assureur, de la couverture. Les assureurs, quand on sollicite un assureur dans ce domaine-là, est capable de dire ok, mais avant qu'on fasse l'audit, on vous demande de bien vérifier les différentes étapes d'un code de bonne conduite? Absolument, oui. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'un assureur, c'est quelqu'un qui couvre le risque. Pour le couvrir, il faut le mesurer. Donc là, le risque est de plus en plus important. En plus, c'est un risque juste énorme, puisque ça peut aller jusqu'à l'arrêt de l'entreprise. Donc forcément, ils se font aider par des sociétés comme nous pour qualifier le risque. Et dès qu'on a qualifié le risque, on est à même de mieux le couvrir. Alors, afin de montrer, j'ai apprécié un peu, enfin si on peut considérer ça comme étant une anecdote, afin de montrer la facilité avec laquelle il est possible de pénétrer dans un système non protégé, 2 chercheurs en sécurité aux États-Unis ont mené l'expérience. Et ils se sont infiltrés dans le système de gestion des bâtiments d'un bureau appartenant à un géant technologique, Sydney en Australie. Dans un tout autre registre, ils ont également prouvé la vulnérabilité des pacemakers connectés de Saint-Jude Médical. La cybersécurité, la santé et la sécurité n'ont jamais été aussi liées. Il faut que
des chercheurs ou de jeunes férus d'informatique arrivent à faire la démonstration qu'il est facile de s'infiltrer dans un système de gestion pour arriver à prouver aux gens à quel point ils peuvent être vulnérables? Oui, bien sûr. Il y a même des organisations qui sont faites par les éditeurs ou les opérateurs de cloud pour que des hackers qu'on appelle hackers éthiques soient rétribués quand ils détectent une faille dans le système. Rétribués pour montrer à quel point c'est possible. Oui, absolument. Donc, Oui, remarque, tu me diras, il vaut mieux payer quelqu'un qui teste pour rentrer. Bien sûr. Que, oui. Donc, et c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement dans les entreprises, c'est pouvoir se mettre dans la position du hacker pour tester s'il y a des failles, des vulnérabilités. Alors, ce sont des choses très, très simples qu'il faut pouvoir regarder dans l'entreprise. C'est le renouvellement des mots de passe, c'est les mises à jour des systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les environnements Windows, si on conserve des PC anciens en Windows 7, ils ne sont plus protégés. Bon, en réalité, ce sont des failles de sécurité. Bon, c'est souvent le PC qui est à l'entrée qui fait la pointeuse, par exemple. Ah oui, oui. Donc ce sont des postes dont on se préoccupe peu, puisqu'on ne comprend, enfin, on ne voit pas forcément qu'il fasse partie d'un ensemble. Ce poste-là fait une petite tâche qui ne paraît pas aussi importante en termes de failles. Les systèmes de téléphonie, quand ils ne sont pas mis à jour, les switches, quand ils ne sont pas mis à jour, etc. Enfin, les systèmes de filtrage, quand ils ne sont pas mis à jour, forcément, ça laisse les failles de sécurité, puisque un système de filtrage qui va vous filtrer l'Internet chez vous, il doit être en permanence connecté à un système de supervision qui va mettre à jour le software pour le rendre solide aux différentes attaques. Donc ça, c'est important de bien gérer et de mettre à jour régulièrement l'ensemble de son système d'information. Et ensuite, on passe aux différents outils additionnels pour bien le protéger. Alors toi dans ta société, tu diriges l'entreprise Midrange, tu as ce genre de jeunes hackers pour justement tester, sans nous révéler tes secrets, mais oui, bien sûr, nos pour clients, tester les failles si les entreprises ont des failles. Bien sûr. Il faut être très humble là-dessus, puisque c'est en permanence des actions à mener vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des clients, pour s'assurer que dans la gestion au quotidien et dans l'évolution du système d'information, il n'y a pas des failles qui sont en train de s'ouvrir, que tout est bien à jour, que les sauvegardes sont faites, qu'on soit à même de faire des tests de restauration, que les sauvegardes soient bien paramétrées, qu'on sauvegarde bien ce qu'on veut, ce qui va nous permettre de repartir demain. Enfin, oui, c'est une gestion quotidienne qu'on fait pour nous, c'est une gestion quotidienne qu'on fait pour nos clients, et c'est le gage d'avoir... Enfin, ça protège jamais à 100%, loin de là. Mais en gros, vous réduisez le risque au fil de l'eau. On peut se remettre d'une cyberattaque ? Si on a ces sauvegardes. D'accord, si on a ces sauvegardes. Ouais. Je voulais aussi aborder un sujet assez sensible. Quand tu interroges les entreprises d'une façon générale, tu as ceux qui osent le dire, qui osent en parler, en disant voilà, nous on a vécu une cyberattaque et voilà comment on s'en est remis. Et heureusement que nous avons agi et réagi immédiatement pour pouvoir justement montrer que ça arrive. Ouais. Et puis, pour le reste, c'est secret. Hein. Il y en a beaucoup, ils ont vécu des tentatives ou ont vécu des cyberattaques, et c'est le grand silence, comme si c'était honteux. Pourquoi il y a ce sentiment, justement, je ne vais pas en parler, je ne vais pas le dire Alors, c'est avouer une difficulté dans l'entreprise, c'est ne pas savoir si la marche de l'entreprise va pouvoir repartir de manière cohérente. Et quand ça arrive, c'est une rupture de service. C'est-à-dire que c'est un moment où on ne peut plus opérer le métier pour les clients. C'est un moment où on est fragilisé vis-à-vis de la concurrence. Tu as rencontré des entreprises qui ne s'en étaient pas remises de cyberattaques et qui ont tout simplement baissé le rideau cause de ça ? Bien sûr. Souvent, elles sont rachetées ensuite, bien sûr. Si on perd une comptabilité oui. Dans une période où la trésorerie est faible, de manière pratico-pratique, on se fait crypter la comptabilité. Tout est dans le système digital, tout est dans le stockage.
nos fournisseurs vont nous demander l'argent, et nous, on ne sait plus qui relancer. Oui. Donc comment on va relancer alors qu'on ne sait pas qui relancer? Donc si on relance pour les clients, on ne va pas payer. Et puis ensuite, il y a toute la problématique RH qui est énorme. Je ne sais pas si on prend une société d'intérim, par exemple, qui se fait hacker, les bulletins de paye, ils partent quasiment tous les jours. Oui. Il y a un risque social fort, et derrière, de pérennité pour l'entreprise, puisqu'elle va perdre ses marchés d'un côté, elle ne va pas pouvoir piloter les plannings, etc. Enfin, c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper, parce que c'est clé pour la pérennité et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ne pas pouvoir sortir les factures, c'est les factures qui ne sont pas payées, ne pas pouvoir passer les approvisionnements, c'est du dysfonctionnement. Le temps que les comptables vont mettre de manière manuelle pour remettre à plat le système d'information, ça coûte des fortunes. Donc mieux vaut faire un peu de la médecine chinoise. Oui. C'est se prémunir à l'avance des différents risques, les traiter au fil de l'eau, considérer que ce n'est pas une histoire pour les geeks, que de toute façon, ça ne vise pas que les grandes entreprises. Et que ça vise surtout pas que les grandes entreprises, parce que les grosses entreprises, elles ont les moyens de constituer des équipes qui sont dédiées. Les plus petites entreprises, il faut qu'elles se fassent accompagner, mais c'est aussi important pour la pérennité de l'entreprise. Donc il faut s'en préoccuper, c'est obligatoire. Dans un monde qui se digitalise, on ne peut pas faire autrement, donc il faut le faire. Donc ce que je peux conseiller aux chefs d'entreprise pour pouvoir se projeter dans le temps, c'est plus vite ils s'en préoccupent. Plus vite il y a une dynamique au sein de l'entreprise qui les protège. Ils vont pouvoir de cette manière-là lisser le rattrapage des investissements qui n'ont pas été faits dans le temps. Et surtout, ils font basculer leur entreprise dans une culture numérique. Alors justement, tu viens de sortir un mot qui me fait investissement. Ouais. C'est important, les investissements qu'il faut consacrer justement à la cybersécurité, où il y a différents paliers qui sont quand même relativement accessibles. Prenons le cas d'une TPE, n'a pas forcément les moyens de viser des équipements très sophistiqués pour se protéger. Mais donc, il faut mettre en place des solutions de sauvegarde locales et externalisées. Comme ça, s'il y a une difficulté, je ne sais pas, un entrepôt qui brûle, que la comptabilité est là, qu'elle puisse être ailleurs et qu'on puisse repartir ensuite. Donc ça, c'est une chose. Des équipements de filtrage, des antivirus et la mise à jour des postes. Alors, j'ai envie de dire que quand on a une entreprise de maintenance, on ne se pose pas la question s'il faut renouveler le parc de voitures pour intervenir. Oui. On ne se pose pas la question s'il faut des téléphones, smartphones pour accéder au système d'information pour pouvoir gérer les flottes. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un système qui est à jour, maintenu dans le temps, parce que ce n'est pas seulement un coût, l'informatique. C'est quand c'est bien tenu. Et on le voit chez nos clients qui ont fait ces investissements il y a un petit moment et qui ont une vraie maîtrise de leur système d'information, c'est la possibilité de travailler plus vite, de positionner l'ensemble des compétences sur la relation client, d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et chronophage, souvent. Et chronophage. On prend un McDo, qui ont fait une digitalisation juste incroyable. Ils font travailler les clients, un peu comme la SNCF. Oui. OK ? Ils font travailler les clients. C'est ça la digitalisation. C'est faire travailler les clients. Quand on fait travailler les clients et qu'on automatise les tâches derrière, on réduit les charges de personnel et surtout, l'ensemble des collaborateurs vont sur les tâches à forte valeur ajoutée. Moralité, on est plus profitable et on se développe plus vite. Donc il ne faut surtout pas voir le système d'information comme quelque chose de coûteux. Ce n'est pas coûteux, c'est juste tout un ensemble de choses, donc le système d'information, la culture numérique, la bonne adoption par l'ensemble des collaborateurs, qui permet aux entreprises d'être plus profitables. C'est vrai que quand nous t'écoutons, ça a l'air très, très simple. Si tu avais un dernier message à passer aux chefs d'entreprise, tu leur dirais quoi? Un seul. Le message, c'est l'ensemble des activités basculent dans le numérique et il faut que ce soit un sujet de préoccupation pour eux. Et d'aucune manière, il y a un frein puisqu'ils vont comprendre. Tu n'as aucun doute là-dessus. Tout le monde peut comprendre. Mais on le voit au quotidien. Notre métier, c'est d'accompagner dans leur transformation les secteurs, entre guillemets, très traditionnels
qui existe depuis très longtemps. Par exemple, on a une spécialité dans l'automobile, deux spécialités, automobile et bâtiment. Dans l'automobile, c'est une vieille industrie qui a plus de 100 ans. Les garagistes fonctionnent de la même manière et les constructeurs depuis Henry Ford. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, Blablacar, Tesla, Uber, ils ont été impactés par des gens. C'est quoi la différence entre le patron de Blablacar, le patron d'Uber ou Elon Musk? C'est qu'ils ont la culture digitale, ils comprennent comment ça marche. Et ils s'entourent d'équipes qui sont capables de mettre leur business model, de faire bénéficier leur industrie du digital. Ok, donc eux, ils l'ont compris avant tout le monde. D'où leur croissance juste incroyable. Ok, mais si les taxis avaient pu se faire accompagner pour mettre en place une plateforme de réservation, mais Uber, ça n'existerait pas. Donc, si les chefs d'entreprise qui ont une parfaite maîtrise de leur métier rentrent dans ce monde digital, ce monde numérique, en se faisant accompagner forcément, mais en s'en préoccupant eux-mêmes, ils vont pouvoir bénéficier de toutes ces technologies, de ces nouveaux usages, pour réinventer leur métier. Et pour le faire évoluer. Et pour le faire évoluer. Donc c'est la bascule qui est en train de se faire en ce moment. Typiquement, nous, on a été sélectionnés sur un accompagnement qui a été un appel à projet qui a été lancé par France Num, France Relance et la BPI pour accompagner les entreprises TPE, PME du bâtiment et de l'automobile dans leur transformation par l'usage de cas concrets sur le commerce digital et sur les nouvelles plateformes de digitalisation. On voit au jour le jour, donc les formations elles sont en cours en ce moment, des gens qui d'un coup décryptent ce que le numérique peut leur apporter pour leur business. Et du jour au lendemain, ils mettent en application puisqu'ils n'ont plus le sentiment que ce n'est pas leur sujet. Oui, ils n'ont plus le sentiment que c'est quelque chose de compliqué, mais que c'est quelque chose qui compliqué, va leur et c'est quelque chose porter. qu'ils peuvent... Enfin, leurs enfants baignent dedans. Le meilleur truc, c'est de leur demander, ils vont vous expliquer, hein, c'est pas compliqué. Oui, ça c'est vrai que même les tout petits d'ailleurs, absolument. c'est assez stupéfiant. Sauf qu'on est dans un monde qui est mieux compris par les plus jeunes et qui nécessite un effort d'adaptation pour les plus anciens et les chefs d'entreprise qui en font partie. Donc, il faut faire cette bascule. Cette bascule, c'est simple. Il faut s'occuper de son système d'information. On revient au sujet, c'est le sécuriser. Et adopter les bons usages pour rationaliser, améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est un gage de pérennité, de rentabilité et d'adaptation sur le nouveau monde. Et d'évolution. Et d'évolution. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir décodé ce monde qui est quand même relativement opaque pour l'instant et pour beaucoup de monde. Donc, merci d'avoir ouvert la porte et puis de nous encourager à franchir ce pas qui est gage, comme tu le dis, d'un avenir pérenne. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Merci beaucoup à la régie. Quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo, souvenez-vous, jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.